Bon, on va commencer sans plus attendre. D'abord, merci beaucoup de te prêter à cet exercice de discussion avec nous. Je pense que c'est vraiment important qu'on t'entende pour nous présenter donc le travail que vous avez réalisé récemment sur les différents scénarios post-Covid. Et donc, je te propose qu'on commence tout de suite. Donc, tu es président de l'association Futurible International. Donc, peut-être une toute petite première question préalable, parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement. Enfin, si, on connaît de réputation et de nom, mais précise-nous un peu quel est l'objectif de Futurible et la spécificité de l'association et de la revue et de la méthodologie de travail, même si je t'interrogerai plus particulièrement sur la méthodologie. Le changement est un donc, si ça se confirme dans l'autre sens, j'essaierai peut-être de rejoindre par téléphone s'il y a besoin. Futurible a été créé en 1965 par Bertrand de Jouvenel, qui était avec Gaston Berger, le père de la prospective française. Futurible, c'est à la fois une association, une revue, qui a sa personnalité juridique, et une société de conseil en prospective. Donc je préside l'association, Hugues de Jouvenel est le rédacteur en chef de la revue, et François de Jouvenel, son fils, est à la fois le délégué général de l'association et le directeur général de la société de conseil. La notoriété de Futurible est moyenne parce que le modèle économique de Futurible repose sur qui était lié à son modèle économique qui réservait ses productions à ses adhérents. L'adhésion à Futurible, c'est plusieurs milliers d'euros par an, et nos adhérents sont des entreprises et des organismes publics, un certain nombre d'agences en particulier, quelques administrations centrales, et donc la valeur ajoutée des produits de Futurible est plutôt destinée à un petit nombre de clients plutôt qu'à, et là en l'occurrence d'adhérents, plutôt qu'au grand public, mais c'est un modèle que nous sommes en train de revoir. Je voulais surtout présenter en quelques mots l'intérêt des outils de la prospective pour les acteurs sociaux et pour un parti politique. Yannick, peut-être Oui. en revenant dès à présent sur la méthodologie propre. Comment vous travaillez, quoi? Qu'est-ce que c'est Oui, qu'est-ce que c'est que la prospective? Tout de suite. Voilà, c'est ça. Tout à fait. La prospective ne fait ni de la planification stratégique, ni de la prévision. La prospective est un outil qui permet, si j'ose dire, de quadriller son environnement de longue période et son environnement conjoncturel pour pouvoir y situer sa stratégie. Donc la prospective consiste à détecter, repérer et présenter de manière ordonnée, méthodique, ce qu'on appelle les tendances, les transformations à l'œuvre dans la société, dans le monde, tendances lourdes, tendances émergentes, signaux faibles, c'est les trois catégories habituelles, de sorte qu'un acteur quelconque, une entreprise, un acteur public, une association, puisse situer sa stratégie dans son environnement, et ne pas ignorer les transformations qui sont en cours au moment où lui entend agir. Comme j'ai fait beaucoup de prospectives dans le monde associatif, j'ai pris l'habitude de leur dire vos associations se sont souvent créées récemment ou il y a longtemps pour changer le monde, et vous n'êtes pas toujours rendu compte que le monde changeait plus vite que vous. Et la prospective vous permet de vous mettre à jour sur la façon dont le monde se transforme autour de vous, de manière à ce que vous repériez précisément où sont les effets de levier de votre action. La méthodologie, elle consiste à, d'abord à se baser sur des données aussi objectives que possible. En tout cas, toutes les données qui entrent dans nos scénarios sont des données documentées auprès de sources expertes.
scientifiques quand c'est possible, évidemment beaucoup d'analyses de conjoncture économique aussi. Les données peuvent être des données immédiates ou des données d'évolution de la société sur le long terme. Nous organisons ces données dans des sous-ensembles, dans des sous-systèmes. Dans les scénarios de post-Covid, nous avons 4 sous-systèmes. Un sous-système situation sanitaire, un sous-système gestion de la crise en France, un sous-système situation économique, sociale et politique, et un sous-système contexte européen et mondial. Et dans chaque sous-système, à partir des données, nous élaborons ce que nous appelons des micro-scénarios, c'est-à-dire secteur par secteur, problématique par problématique, avec les données dont on dispose, on imagine les évolutions possibles. Et quand donc pardon Yannick, mais je te coupe, mais la différence par rapport aux exercices de planification qui étaient menés dans les gros modèles, notamment macro, oui. C'est d'abord cette spécificité de sous-système, de sous-ensemble, et oui. Le fait que vous raisonnez pas avec des variables préfixés, mais avec un autre schéma d'analyse, quoi. C'est pas vous êtes pas sur. Oui. Alors c'est pas des variables forcément des variables quantitatives, mais on va voir qu'il y a des variables quantitatives dans les scénarios. C'est surtout que les scénarios sont élaborés à partir de données multidisciplinaires. Il y a de l'économie bien sûr, mais là il y a des données épidémiologiques, des statistiques démographiques, des données sociologiques, de l'analyse politique. La prospective n'est pas une discipline, elle est une méthode de combinaison de savoirs disciplinaires différents, et c'est pourquoi ce que nous écrivons, nous l'appelons scénario. C'est bien un exercice de combinaison de données avec une certaine logique, avec évidemment une volonté de rigueur, mais c'est très différent d'un modèle macroéconomique dans lequel on fait varier des variables qui sont purement quantitatives. Ok. D'où aussi le pluralisme, enfin le pluralisme d'approche faisant que du coup dans le paysage institutionnel et académique la place n'est pas trouvée. Ah non, il y a aujourd'hui, alors aux États-Unis, il y a de la prospective dans de très nombreuses universités, dans d'autres pays du monde également. En France, au niveau académique, la prospective n'est présente que au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, où il y a une chaire. C'est tout à fait atypique et très particulier, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Donc, exercice d'hypothèse, de variation sur des hypothèses et de combinaison des hypothèses pour écrire des scénarios. Les scénarios, je le dis, n'ont pas vocation à être de la prophétie ou de la prédiction. Ils n'ont pas vocation à se réaliser tels quels. Ils sont une façon de styliser les évolutions possibles de la situation. Et au cas particulier, c'est un exercice qu'on ne fait pas couramment du tout. On fait plutôt des exercices de prospective à 5 ans ou à 10 ans, voire à très long terme. Ici, on a un exercice qui est à 18 mois, 2 ans. Mais la méthode que nous avons adoptée dès le départ, puisqu'il fallait travailler en temps réel et que nos données sont essentiellement variables, notamment les données épidémiologiques, nous en avons fait un exercice en continu. La dernière version date du 20 avril, la prochaine sera sans doute publiée à la fin de la semaine, là, ou au début de la semaine prochaine. Une fois qu'on a, assimilé les 4 scénarios essentiels, c'est un outil de suivi, c'est-à-dire c'est un outil qui quadrille en quelque sorte la réalité qui est autour de vous. Vous repérez bien où sont les variables sensibles, et puis ensuite, semaine après semaine, alors évidemment, je vous invite à suivre ce qui sera publié par Futurib, mais à la limite, chacun peut faire l'exercice pour lui-même, de regarder par rapport au scénario les variables qui ont évolué et dans quel sens.
et ça lui permet d'ajuster sa sensibilité à l'évolution, là en l'occurrence à l'évolution de l'épidémie, à l'évolution de la situation économique et du taux de chômage, ou aux événements géopolitiques. Et on va voir que c'est la combinaison de ces différents facteurs qui va permettre d'apprécier en temps réel la tendance d'évolution de la situation. Je crois que c'est pour cette raison que la prospective est un outil extrêmement utile pour un acteur politique. Justement, avant d'arriver à la présentation des scénarios, oui. À proprement parler de cet exercice en particulier, sur deux questions quand même sur la méthodologie et sur votre démarche, tu as dit tout à l'heure beaucoup d'associations, mais vous avez aussi des entreprises et des acteurs, des partis politiques, ou bien c'est essentiellement exclusivement les associations? Non, dans les adhérents de Futurib, il n'y a pas de parti politique en l'état actuel des choses. Il y a des organismes publics, le ministère du Travail, l'ADEME, le ministère de la Défense. Actuellement, on a un travail en cours sur la crise, justement, avec le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le gros de nos adhérents sont des entreprises. Le plus souvent des grands groupes, mais il y a aussi un certain nombre de petites entreprises. Et puis on a des partenaires associatifs, mais qui ne sont pas des adhérents au sens propre, parce qu'ils ont généralement pas le budget pour être adhérents. Mais donc on a quand même, dans la mesure où il y a un système de partenariat autour de Futurib, l'intérêt de Futurib, c'est justement de réunir dans ces exercices de formation, dans ces réunions de veille prospective, trimestrielle, etc., des acteurs d'origine différente, à la fois publics et privés. Okay. Et deuxième question, toujours sur la méthodologie. Évidemment, il y a quelque chose enfin, il n'y a pas de fait brut, hein, il y a que des faits qui sont construits. Donc là aussi, et donc qu'est-ce qui guide quand même vos choix de micro-scénarios, vos choix de variables, vos choix enfin, tu vois, comment vous vous guidez, surtout quand on est dans un exercice comme celui que tu vas nous présenter, aussi général, aussi important, et notamment, et c'est un peu une autre question, même si elle se complète, si tu prends les problématiques économiques, on sait que l'économie est une discipline quand même qui est profondément divisée, qui ne regarde pas la réalité de la même manière selon l'école dans laquelle tu es. Je sais qu'il y a des économistes avec vous qui sont des économistes qui ont des désaccords profonds avec d'autres. Donc est-ce que vous vous assurez d'un pluralisme des approches en économie notamment, parce que c'est probablement la discipline que vous mobilisez qui est la plus clivée, même si on peut le retrouver avec la sociologie ou d'autres approches de sciences sociales, mais enfin quand même il y a quelque chose de très 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 tendu en économie. Et donc voilà, comment vous débrouillez de tout ça? Alors, première réponse, nous ne sommes pas prisonniers de l'économie standard néoclassique. Je vais directement au cœur de la question. C'est vrai que la prospective, c'est un travail d'artisan, c'est-à-dire que Futurib existe depuis 55 ans, donc il y a un savoir-faire accumulé, il y a une courbe d'expérience, je dirais, qui fait que on essaye d'avoir une approche à la fois aussi ouverte et aussi rigoureuse que possible de la pluralité des sources. Mais par exemple, à Futurib, bien qu'on soit pas du tout un club d'écolos fanatiques, à Futurib, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une attention soutenue aux questions de la crise climatique. Oui, mais ça, t'as des tas d'approches néoclassiques des questions environnementales. Enfin, c'est pas. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est absolument pas l'approche dominante, spécialement dominante à Futurib. D'autant que en matière économique, on a peu de contributeurs ou membres du conseil scientifique qui sont des théoriciens. On a quand même plus des gens qui sont
dans de la stratégie d'entreprise, dans de l'expertise de tel ou tel secteur ou de telle ou telle région géopolitique. Voilà, Et c'est vous, pas. et toute dernière question de nature méthodologique, vous avez l'habitude de travailler sur des scénarios aussi macro que ceux que tu nous as présentés, aussi globaux, ou en général c'est quand même plus limité? On a les deux activités, mais il y a en permanence à Futurible un travail sur des scénarios de grande échelle, puisque on publie tous les 2 ans un épais rapport qui s'appelle le rapport Vigie, qui est un exercice qui prend un macro problème. Les derniers numéros du rapport Vigie ont porté sur l'alimentation, sur la santé, sur l'évolution des modes de vie et de consommation. Donc, on a ce savoir-faire de synthèse parce que quelle est la valeur ajoutée de la prospective? Bien sûr, quand on fait du conseil prospectif à un client, à une entreprise, on va aller sur des problèmes très pointus, très spécialisés, et on va aller chercher des données dans un domaine d'expertise en particulier. Mais ce qui est intéressant pour les acteurs, qu'ils soient publics ou que ce soit des entreprises, pourquoi ils viennent à Futurible? Pour avoir une image élargie de l'univers, du monde dans lequel ils évoluent. Sur leur secteur d'activité, leur propre expertise généralement leur suffit. En revanche, l'intérêt de la prospective pour un acteur quel qu'il soit, c'est d'élargir son horizon à des phénomènes, des tendances, des transformations qu'il n'appréhende pas immédiatement dans son champ d'expertise. Ok. Merci. Bah alors, venons-en aux différents scénarios donc que vous proposez dans la note que j'ai envoyée. Très bien, très bien. Tardivement, et que je m'en excuse auprès des camarades, mais donc j'ai envoyé le lien. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de regarder, mais donc voilà. Est-ce que tu peux nous présenter commencer par nous présenter les différents scénarios, et puis ensuite on reviendra sur les micro-scénarios qui sont derrière. Alors, les 4 scénarios principaux, enfin les 4 scénarios sont basés sur une variable numéro 1 qui est l'évolution de l'épidémie et une variable numéro 2 qui est l'évolution du contexte économique lié à l'épidémie. C'est de bon sens. On est confronté à 2 phénomènes majeurs, la pandémie avec sa dynamique, avec son extension, avec son impact, c'est-à-dire son taux de morbidité et de mortalité, et puis le confinement et ses conséquences économiques que chacun connaît. Et donc, c'est ces 2 variables principales sur lesquelles on a commencé à travailler, ce qui nous donne 4 scénarios qui s'intitulent respectivement 1 sur le fil du rasoir, 2 la Grande Dépression, 3 vers un âge obscur et 4 le Green New Deal. Je résume ces scénarios rapidement. Chaque fois, je prends un nombre limité de données, mais pour que on ait une idée schématique du tableau dans lequel on se trouve. Le scénario numéro 1 sur le fil du rasoir est un scénario, c'est le scénario que nous estimons le plus probable. C'est celui qui semble s'esquisser aujourd'hui, c'est-à-dire une épidémie ralentie. Yannick, excuse-moi, oui. J'ai une remarque de l'UNES qui me fait remarquer que, en fait, la note n'a pas été, je n'ai pas envoyé la note. Je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Donc en fait, contrairement à ce que je viens de dire, sauf si les camarades ont fait eux-mêmes la démarche d'aller chercher la note sur le site de Futurible, et donc autant pour moi, et je m'en excuse, elle n'est pas parvenue. Donc voilà. Donc ne va pas trop vite. Enfin, et de toute façon, peut-être que tout le monde n'avait pas eu le temps n'aurait pas eu le temps de regarder. Donc voilà, excuse-moi. Alors, je vais essayer d'être aussi pédagogique, aussi clair que possible. Scénario numéro 1 sur le fil du rasoir, c'est un scénario dans lequel l'épidémie est ralentie, mais pas maîtrisée. Ce qui a pour conséquence une évolution économique en dents de scie, donc pas de reprise économique franche, et un contexte social fragile, c'est-à-dire une
chute du PIB en 2020 de 12% et un taux de chômage également à 12%. Le propre de ce scénario, c'est que, contrairement au scénario de la Grande Dépression, qui est le numéro 2, c'est qu'il y a des secteurs économiques qui se reprennent, il y a un niveau d'activité médiocre mais qui se maintient, et il y a un contraste très fort entre des secteurs économiques qui tirent à peu près leur épingle du jeu, ou même complètement leur épingle du jeu, notamment dans le secteur de la filière numérique, dans le secteur du e-commerce, etc. Et puis des secteurs qui s'effondrent complètement. Et en particulier dans ce scénario, on rappelle que le secteur du tourisme et des transports représente 10% du volume de l'emploi en France, et qu'il est quand même très probable que ce secteur va connaître dans les mois qui viennent un phénomène d'effondrement et que ça aura un impact très important sur l'emploi. Comment dirais-je, l'appréciation sectorielle de l'évolution économique, alors on n'est pas encore rentré dans le détail, c'est un travail qui reste à faire, mais je pense que ça va être un point extrêmement important, y compris du point de vue politique, parce que on va être confronté à des problèmes d'arbitrage dans les outils de relance. Il y a des outils de relance transversaux, macroéconomiques, et puis on va être confronté à des demandes de soutien et d'aide secteur par secteur. On l'a déjà vu, hein. Air France a obtenu ses 7 milliards, le secteur de la culture a des demandes particulières. Enfin, on peut décliner comme ça dans tous les secteurs, et ça va être une des difficultés, y compris politiques, parce qu'on va être confronté à des problèmes d'arbitrage. J'y reviendrai un peu plus loin. Dans ce scénario, sur le fil du rasoir, il y a une question qui pour l'instant n'est pas documentée, parce que on n'y voit pas clair, c'est la question de savoir quel est l'impact de l'épidémie dans les pays du Sud. Au début de la crise, nos spécialistes de l'Afrique, parce qu'on a un atelier prospectif sur l'Afrique de l'Ouest, nos spécialistes de l'Afrique étaient tout particulièrement inquiets de l'impact de l'épidémie sur les pays africains, et pour l'instant, cet impact reste extrêmement limité. Donc là, il y a une inconnue qu'il faut continuer à surveiller de près. Le scénario numéro 2, scénario dit de la Grande Dépression, c'est un scénario dans lequel, d'une part, on ne trouve pas de traitement efficace en 2021, donc on a une installation durable de mesures comment dirais-je, de ralentissement de l'épidémie, mais pas de maîtrise, et on n'a pas non plus, compte tenu du climat d'incertitude, on n'a pas de report de la consommation après le confinement. Quand tu dis de traitement, c'est traitement ou vaccin ou les deux? C'est les deux. C'est les deux. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution médicale à l'épidémie, et c'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger. Parce que, étant donné les informations dont on dispose aujourd'hui, l'échec, par exemple, de l'expérimentation Discovery à l'échelle européenne pour le vaccin, les espoirs déçus de la plupart des tentatives de traitement qui ont été faites, en l'état actuel des choses, personne ne peut garantir qu'il y aura dans les 12 à 18 mois qui viennent une capacité de maîtrise médicale du virus et de l'épidémie. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle, compte tenu du climat d'incertitude, celle de l'absence de report de consommation. On sait que dans les impacts socio-économiques de la crise, il y a les impacts sur la partie la plus précaire, la plus pauvre de la population, qui vont accroître le taux de pauvreté et provoquer des problèmes de type besoins alimentaires, etc. On le voit massivement aux États-Unis, mais chez nous, l'amortisseur social joue son rôle, mais ces problèmes existent aussi. Et puis, il y a une classe moyenne qui a, pendant cette période, a cessé de consommer, mais est susceptible de reprendre sa consommation. Et cette variable-là est extrêmement importante. Est-ce que, au sortir du confinement, même si c'est une sortie partielle, les achats vont reprendre, ou est-ce que l'incertitude du contexte, l'incertitude qui pèse sur l'emploi, va amener les consommateurs à continuer à freiner leur consommation? S'il n'y a pas de report de consommation, l'effet dépressif sur l'économie sera évidemment plus important. Et là, on parle d'un PIB de moins 15% et d'un taux de chômage pouvant aller jusqu'à 18%.
dans ce scénario, on a à la fois un taux de chômage élevé et une pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs. Nous avons ciblé tout particulièrement l'agriculture et la santé. L'agriculture parce que il y a une partie très importante de la main-d'œuvre saisonnière qui est une main-d'œuvre étrangère et que la mobilité de la main-d'œuvre est évidemment entravée dans ce scénario. Et la santé parce que l'impact de l'épidémie sur le système de santé et sur les salariés du système de santé a été tel que le secteur a du mal à se reprendre et qu'il ne parvient pas à recruter. Et ça, ce sont des données qui nous viennent évidemment du secteur lui-même. On sait que c'est une inquiétude majeure aujourd'hui. Dans ce scénario, il y a également, compte tenu du ralentissement général de l'économie et du système d'endettement des entreprises, il y a évidemment une crise financière qui s'enchaîne sur la crise économique et un contexte social d'assez forte conflictualité. Le troisième scénario, c'est un scénario d'effondrement. On l'a appelé vers un âge obscur. C'est un scénario dans... Oui. Pardon. Tu as intégré donc l'impact financier parce que on avait eu une discussion. Donc maintenant, tu intègres dans ce deuxième scénario une crise financière et une instabilité du marché bancaire. Et est-ce que tu intègres aussi les restrictions de l'action des banques centrales, notamment avec ce qui s'est passé mardi, le jugement rendu par la Cour allemande qui fait quand même peser un énorme point d'interrogation sur les politiques facilitantes de la Banque centrale européenne. Alors, on n'a pas eu le temps d'intégrer cette variable, parce que les commentaires que j'ai lus sur cette décision laisse à penser qu'elle est à la fois menaçante mais sans effet perceptible à court terme. En tout cas, la différence entre le premier et le deuxième scénario, c'est que dans le premier scénario, malgré la fragilité de l'activité économique, l'intervention des banques centrales joue son rôle et qu'on n'a pas l'injection de liquidité à très haute dose de partout permet d'éviter la crise financière, alors que dans le deuxième scénario, en raison de la baisse plus prononcée de l'activité, il y a des défauts notamment d'entreprise, il y a un effondrement du système de l'endettement privé. Et c'est ça qui provoque la crise financière. Le paradoxe qu'on a aujourd'hui dans les commentaires sur la situation économique, c'est que comme les États ont inversé totalement leur attitude budgétaire, tout le monde se soucie de la dette publique comme d'habitude et que personne ne regarde de près les fragilités de l'endettement privé. Notamment, il y a un endettement privé sectoriel dans l'énergie, dans les transports, dans un certain nombre de types d'entreprises qui devraient être surveillés de très près. Donc, j'abordais le troisième scénario qui est un scénario d'effondrement dans lequel non seulement on ne trouve pas de traitement efficace, mais dans lequel, et c'est une hypothèse qui est documentée, c'est dans lequel l'épidémie, même lorsqu'une grande partie de la population a été atteinte, il n'y a pas d'immunité collective. On a un virus qui mute de telle manière qu'on n'a pas de phénomène d'immunisation, y compris de la part des gens qui ont survécu à la maladie, et donc on a une fragilité plus profonde. Et donc dans ces conditions-là, on a un rebond de l'épidémie au mois de septembre, un retour au confinement avec un impact accru sur l'économie, un chômage à plus de 18%. Et tu peux, de toute façon, tu peux avoir un rebond même sans cette hypothèse de non-immunisation, parce que comme le taux de la part de la population affectée est extrêmement faible, on était à 5%, il n'y a pas besoin d'absence d'immunité pour que tu aies un rebond, là. Mais ça, c'est ce qu'on a, dans le scénario numéro 1, on dit que l'épidémie est ralentie, ça veut dire qu'on n'exclut pas la possibilité du rebond, mais on estime que les mesures prises permettent de le maîtriser. L'inconnue qu'on a aujourd'hui, se situe plutôt au niveau international, c'est-à-dire que, étant donné la très grande diversité des stratégies adoptées dans les différents pays,
Déjà en Europe, la stratégie n'est pas la même partout, son efficacité n'est pas la même d'un pays à l'autre, mais à l'échelle mondiale, la diversité des situations et des stratégies adoptées par les États rend les prévisions sur l'évolution de l'épidémie extraordinairement fragiles. Tout à l'heure, je soulignais que, en l'état actuel des choses, les pays du Sud sont moins atteints qu'on ne pouvait le craindre au début de l'épidémie. En revanche, on a une évolution de l'épidémie aux États-Unis qui est très, très, très inquiétante, hein, avec un comportement de l'exécutif américain qui laisse craindre une extension de l'épidémie avec des effets économiques évidemment extrêmement profonds. Dans le scénario numéro 3, il y a un phénomène qu'on a mis en avant également, c'est à la fois l'hypothèse devant l'effondrement des revenus de la mise au point un peu en catastrophe d'un filet de sécurité sous forme d'un revenu universel et l'extension de l'économie informelle. La constitution à la fois par solidarité et par réflexe de survie de réseaux économiques informels locaux permettant de pallier à un certain nombre de pénuries. On a de grosses inquiétudes sur le plan agricole. Je parlais tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre dans certaines productions agricoles. C'est une variable qui pourrait nous conduire à une situation difficile. Dans ce troisième scénario, on a mis en avant l'hypothèse de l'absence totale de coopération internationale. En l'état actuel des choses, les conditions de la coopération internationale sont très inquiétantes. Il y a certes une bonne coopération du milieu de la recherche médicale, les informations circulent, les publications sont faites, sont ouvertes, etc. Avec un gros raté, comme tu le soulignes. Avec un bémol sur la Chine, évidemment. Non, puis un gros raté sur l'échelon européen, hein, ce qui est sorti. Oui, là je parle exclusivement du milieu scientifique. Hein, les scientifiques entre eux communiquent. Mais en dehors de ça, ni l'Union européenne, ni les institutions des Nations Unies n'ont eu la moindre efficacité. Et même si l'OMS a fait en réalité son boulot de manière assez satisfaisante dans le début de l'épidémie, le soupçon qui pèse sur elle dans le contexte du bras de fer entre la Chine et les États-Unis fait que sa capacité de pilotage de la stratégie dans la longue durée est extraordinairement affaiblie. Donc ça, c'est une variable importante. Il y a deux scénarios. En fait, il y a deux scénarios possibles en termes de coopération internationale. Ou bien, malgré la faiblesse des institutions de coopération internationale, il y a malgré tout une espèce d'intérêt général mondial qui se dégage et un consensus sur un certain nombre de mesures qui fait qu'on arrive à sauver les meubles et on en revient au scénario sur le pied du rasoir. Ou bien, il y a une accentuation des conflits, une incapacité de coordination qui s'aggrave avec alors les facteurs de fragmentation internationale, ils sont de plusieurs natures. Il y a évidemment le conflit entre les États-Unis et la Chine, et puis il y a les conséquences de l'épidémie sur des pays, sur d'autres pays. Est-ce que grosse inconnue, quel va être l'impact de l'épidémie en Russie? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Deuxième inconnue, quelle va être dans l'horizon considéré, c'est-à-dire dans l'année qui vient, quelle va être la situation des pays dont l'économie est très largement dépendante de la rente pétrolière? Ce sont des pays qui pèsent extrêmement lourd sur la scène mondiale. Il y a le Brésil et le Venezuela, il y a l'Iran, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria et il y a la Russie pour une part. Ce sont des pays dans lesquels le modèle socio-économique et y compris le régime politique repose sur la rente pétrolière. Le prix du pétrole aujourd'hui est tel que ce modèle ne tient pas. En quelques mois, ces pays sont susceptibles de s'effondrer. Donc là, on a des facteurs d'inquiétude qui sont extrêmement importants. Quatrième scénario, parce que j'essaie de ne pas être trop long, quatrième scénario, c'est le scénario complètement inverse, c'est-à-dire que c'est un scénario dans lequel on maîtrise l'évolution de l'épidémie à la fin de 2020
parce que on a réussi à développer, en tout cas dans les pays du Nord, dans les pays développés, on a réussi à développer à grande échelle les tests et un système de tracking qui est socialement et politiquement acceptable. À ce moment-là, on a en 2020 une chute du PIB de 8%. Je viens de voir les prévisions de la Commission européenne qui les mettent à moins 8,5 pour la France, donc on est dans cet ordre de grandeur, mais la Commission européenne ne va évidemment pas pécher par excès de pessimisme. Un taux de chômage à 11% et un contexte politique plutôt dominé par un sentiment d'union nationale en ce qui concerne le contexte français, et puis finalement, cas un cas, une solidarité européenne qui finit par se construire. Donc voilà les 4 scénarios sur lesquels on a commencé à travailler. Encore une fois, il ne s'agit pas de considérer ces scénarios comme des projections, des prévisions ou des intuitions d'avenir. C'est un cadrage des différentes variables avec les risques qu'elles comportent, les risques et les possibilités qu'elles comportent, et ça permet dans la durée, en appréciant les différentes variables qu'on a mis dans les scénarios, ça permet de voir, je dirais mois après mois, quelle est la combinaison de scénarios qui va finir par l'emporter. Et je pense que c'est un outil assez intéressant pour piloter une stratégie. Okay. Alors peut-être reviens un moment, si tu veux bien, même si en fait ça a déjà été très présent dans ton exposé, pardon. Reviens un moment sur les différents micro-scénarios qui sont derrière. Hein. Ouais. Alors les micro-scénarios, donc ce sont des scénarios donc qu'on applique à ce que j'ai appelé les sous-systèmes. Là ils sont appelés à évoluer très très vite. Dans le premier sous-système, situation sanitaire, on avait donné dans les premiers scénarios qu'on a écrits, on avait donné une importance significative au risque de débordement des systèmes sanitaires. Aujourd'hui, on a assisté à des débordements localisés, partiels, mais en gros, les systèmes sanitaires de l'ensemble des pays ont tenu. Donc cette variable-là devient moins importante que la variable efficacité de la recherche, aussi bien au niveau du traitement que du vaccin. Donc ça c'est un point qui va évoluer évidemment en fonction des informations scientifiques qu'on va recevoir. Parmi ces micro-scénarios, il y en a un qui est celui que je viens d'évoquer, d'une maîtrise de la pandémie fin 2020, début 2021, par un ensemble de mesures, pas forcément un traitement efficace ou un vaccin, mais en tout cas un ensemble de mesures qui permettent vraiment de la mettre sous contrôle. Et donc c'est un scénario qui n'est pas à exclure. Dans le sous-système de la gestion de la crise en France, alors ces hypothèses de débordement du système de soins étaient très importantes et il y a une variable qui continue à être évidemment à laquelle il faut être très attentif, c'est celle d'un possible retour de flamme, d'un rebond de l'épidémie. Alors on sait que rebond il y aura, ou bien il se situe dans une échelle de gravité qui fait qu'il ne fragilise pas davantage le système de soins, ou bien il provoque l'effondrement du système de soins, ce qui n'est pas exclu. En tout cas, un certain nombre de médecins attirent notre attention sur le fait que le système qui était déjà en très bon état est maintenant vraiment fatigué. Et puis là, c'est de la fatigue humaine, de la part des soignants eux-mêmes. Et donc, si le rebond arrive trop vite, on est en situation très fragile. Ça explique l'explication principale de l'extrême prudence et des hésitations du Premier ministre et de la façon dont on annonce le déconfinement. Dans le sous-système de la situation économique, sociale et politique, on a essayé d'envisager alors des variables qui étaient celles d'un virage vers la transition écologique et sociale, c'est-à-dire une orientation des capacités d'endettement, d'investissement vers des investissements écologiques capables de créer des emplois se substituant aux emplois détruits par la crise. La manœuvre
c'est extrêmement difficile parce que les efforts de formation qu'il faut faire, de conversion d'emploi, etc., sont considérables. Mais ça permet de creuser l'analyse sur les moyens qu'il faudrait développer pour permettre effectivement une conversion d'activité économique en courte période. Il y a également le micro-scénario de l'évolution de l'économie en dents de scie, donc avec des diversités sectorielles, avec des capacités de compensation de l'effondrement de certains secteurs par la prospérité de certains autres. Et enfin, on a envisagé 2 scénarios économiques, l'un qui serait basé sur une économie de rationnement, c'est-à-dire des pénuries dans certaines fournitures qui amèneraient la puissance publique à organiser le rationnement, et un autre que j'ai déjà évoqué, qui est celui d'un développement rapide de l'économie informelle territoriale. Il y a pas mal de signaux qui montrent que beaucoup d'acteurs, il y a une très forte mobilisation de la société à l'échelle locale et micro-locale. On la détecte vraiment dans un tas d'endroits qui pourraient amener, en cas d'aggravation de la situation économique et sociale, au développement de systèmes de solidarité et d'économie informelle. Voilà, nous n'avons pas encore élaboré de micro-scénarios à l'échelle européenne et mondiale parce que tout simplement, pas encore eu le temps de faire tout le travail de documentation nécessaire. Et comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, on a principalement à l'échelle mondiale, d'énormes inconnus, y compris sur l'impact direct de l'épidémie sur les populations qui rendent l'exercice particulièrement ardu. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, je vais ouvrir les questions. Je n'en vois pas pour l'instant sur la boucle d'échange, mais peut-être vont-elles se manifester. Est-ce que quelqu'un a une question? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Vous êtes bien silencieux. Non, il n'y a pas de questions là. Bon, alors moi j'en ai évidemment. Moi je peux continuer à en poser. Hein. Moi je voudrais quand même, revenir un peu sur la discussion qu'on avait, que je t'ai posé une question à un moment, mais rapidement, je voudrais qu'on y revienne. C'est la question des instabilités sur ce qui va se passer au niveau des secteurs bancaires et financiers. Moi, je pense que c'est quand même, ça va être surdéterminant. Hein. C'est-à-dire qu'on était parti d'une situation où on parle toujours beaucoup des dettes publiques, mais comme tu le disais, l'essentiel de la problématique, ou l'essentiel, ou en tout cas une énorme partie de la problématique est un surendettement privé. Et donc là, avec des fragilisations d'entreprises et ça veut dire quand même des défauts de paiement, une fragilité renforcée des établissements bancaires, et donc moi je pense qu'il y a quand même je pense, on est plusieurs à penser ça, hein, mais qu'il y a quand même une énorme incertitude qui vient de là. Donc ça, je me demande si c'est pas un point vraiment qu'il faudrait développer à part entière dans l'analyse des scénarios, parce que ça dessine des situations, et y compris à court terme. C'est-à-dire que toi, ton exercice, il est 2021, mais ça peut très bien se produire quand on voit la violence du choc sur les marchés financiers du début de la crise, moment où les marchés réalisent que il se passe quelque chose de très grave. Tu as un effondrement comme on n'en avait presque jamais vu dans la violence de ce qui se passait intraday, quoi. C'était incroyable. Même si après ça s'est stabilisé, mais ça a quand même été extrêmement puissant, et on a le sentiment que c'est pas fini, quoi. Ça peut très bien repartir. Ouais. Donc, y compris sur du court terme. Donc, est-ce que là, faudrait pas quand même creuser ce point-là? C'est une première question.
c'est une des toutes premières questions que j'ai posées dans notre conseil scientifique, hein, à nos experts financiers, et j'ai pas eu de réponse très claire pour deux raisons. Premièrement, les marchés financiers, ils ont eu évidemment des journées noires tout à fait extraordinaires au mois de mars, en février et en mars, mais au mois d'avril, le Standard & Poor's 500 de la bourse de New York a pris 14%. C'est une des croissances les plus spectaculaires de son histoire en un mois. Donc, il a assez largement rattrapé le retard. Et quelle est l'analyse qui est derrière? C'est que les investisseurs estiment qu'il y a, alors évidemment, ils déplacent leurs investissements, mais ils estiment qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont tout à fait capables de tirer leur épingle du jeu. D'abord, les GAFAM, hein, les grands joueurs du numérique. Si on additionne la capitalisation boursière de Amazon, de Google et de Apple, donc ils n'y sont pas tous, mais il y a ces trois-là, depuis le début du mois de mars, cette capitalisation boursière a augmenté de 750 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants. Et puis la deuxième réponse qui m'a été faite à ce stade, c'est que c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Europe, dans la mesure où les banques centrales rachètent de la dette pratiquement sans limite, on estime que ça nous prémunit que contre un risque de krach financier immédiat. Moi, j'avoue que sur le plan économique, je suis plus sensible actuellement à la question des effondrements sectoriels. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que les secteurs qui sont immédiatement touchés, qui sont les secteurs d'économie de services, sont des secteurs dans lesquels on a à la fois certains acteurs qui sont des grosses structures très capitalisées, mais avec un endettement considérable. Je pense notamment au transport aérien. Hein. Il y a toute la filière qui va du tourisme à l'industrie aéronautique. Et là, on voit que les effets ont commencé à se produire. C'est-à-dire que, bien sûr, aux États-Unis, une partie très importante de l'aide financière débloquée par le Congrès a été directement à ce secteur, y compris aux dépens des petites entreprises. Mais dans la durée, ces secteurs-là pourraient ne pas remonter la pente. Et sur ce secteur-là, il va se poser une question en termes de stratégie de relance, de stratégie de sortie de crise et donc de projet politique. Il va y avoir des problèmes très compliqués d'arbitrage. Si on considère que, comme un consensus très large est en train de se manifester dans le monde entier, si on considère que la relance économique doit être une relance orientée vers la transition écologique et sociale, il y a un moment où il va falloir assumer la casse dans le secteur notamment du transport et du tourisme. Il est possible que la gestion dans la durée de la pandémie affaiblisse le modèle économique du transport ferroviaire et surtout aérien, et qu'on ne puisse pas faire autrement, mais il est possible aussi qu'à un moment donné, on se dise, mais est-ce qu'on doit relancer le tourisme de masse avec les paquebots géants et les chiffres qui étaient ceux qui étaient prévus par le secteur industriel? Les aéroports, les compagnies aériennes prévoyaient la poursuite de la croissance du trafic aérien avec des chiffres tout à fait spectaculaires. Donc ça, pour moi, c'est un problème majeur, d'une part parce que les grosses boîtes de ce secteur, industrie aéronautique par excellence, ont derrière elles un système de sous-traitants qui fait vivre des territoires entiers, et évidemment, je pense essentiellement au sud-ouest en ce qui concerne la France, et d'autre part parce que dans ce secteur, il y a une myriade de très petites entreprises qui vont tout simplement disparaître. J'ai vu dans la presse américaine un chiffre qui estimait au niveau mondial à 100 millions d'emplois l'impact de l'effondrement de ce secteur. Voilà, donc ça je pense que... Mais malheureusement, oui. je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre et au contraire. Non, bien sûr que non. C'est ça qui est bon. Et avec
enfin, il y a un secteur. Alors là, si on est sur les États-Unis et le moteur américain, qui est quand même aussi déterminant, selon ce qui va se passer aux États-Unis. La situation de l'Europe et de la France sera pas la même évidemment. L'effondrement du prix du pétrole, ça veut dire la fermeture de toutes les entreprises, la fermeture définitive, hein, parce que quand tu arrêtes une chaîne Oui, de oui, tout à fait. production de gaz de schiste, tu la rouvres pas. Je sais plus si c'était avec toi qu'on en discutait, Oui, oui, mais oui, oui. du coup, ça veut dire que tout le secteur des entreprises d'hydrocarbures américaines, ou quasiment tout, s'arrête, quoi. Donc là, tu as quand même enfin, ça aussi, c'est un frein. Et puis, quand tu prends la situation française, tu as quand même une situation où, et c'est ce qui m'inquiète beaucoup sur justement la situation des marchés financiers, des écarts de taux d'intérêt, c'est que les pays du Sud qui sont les plus impactés par la crise sanitaire sont aussi ceux qui, dans leur structure économique, vont être le plus impactés. Quand tu prends le tourisme, comme tu le dis, Oui, plus oui, l'aéronautique, pour la France déjà, tu vois, en termes de points de PIB, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. c'est Et énorme, tu c'est prends énorme. l'Espagne, l'Italie sur le tourisme, ça fait quand même tous les pays du Sud qui vont Oui, décrocher beaucoup plus brutalement, d'où oui. évidemment des tensions sur les taux d'intérêt, et d'où, enfin, si tu veux, c'est là où le nœud risque quand même d'être tellement serré que moi, enfin, je sais pas, hein, mais j'ai le sentiment quand même que c'est très inquiétant, quoi. C'est très inquiétant et qu'il faut. Et encore une fois, c'est pas exclusif d'effondrement sectoriel. Dans le secteur pétrolier, il y a un phénomène assez intrigant, c'est que les grandes sociétés pétrolières, notamment British Petroleum et ExxonMobil, ont vu le cours de leur action remonter très fort ces dernières semaines. Et si je comprends bien, les analystes ont estimé que la disparition des petites sociétés pétrolières qui sont l'essentiel, qui occupent une part très importante de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, allait, dans un marché globalement déprimé, permettre à ces grandes sociétés de reprendre une position dominante. Et Donc, tu vois, Total fait quoi là-dedans? alors ma source étant américaine, Total n'était pas dans le tableau. Euh, mais mais la question se pose, oui, bien sûr. Alors, il y a une question de Patrick Ardouin qui va apparaître à l'image. Si... Oui, c'est bon. Tu Voilà, m'entends? on te voit et on t'entend. D'accord. Merci Isabelle. Oui, merci pour cette présentation très, très intéressante. J'avais une question à vous poser par rapport au cas de scénario. En fait, dans le meilleur des scénarios, il est très mauvais parce qu'il y a une baisse du PIB de 8,5%, une augmentation du chômage de 10%, etc. Donc le contexte économique doit être quand même, a priori, sera de très très difficile, même dans le meilleur des scénarios, dans ce que vous présentez. Moi, On j'avais est une question d'accord. à vous poser par rapport à ça, justement. On entend beaucoup parler d'après, enfin d'après qui peut être à partir d'aujourd'hui, etc., qui est de dire oui, mais cette épidémie va faire réfléchir sur un modèle économique plus écologique, peut-être moins égalitaire, plus égalitaire, moins inégalitaire, pardon, plus solidaire. Il va y avoir des comportements qui vont être plus autour d'économie circulaire, de recyclage, etc. Enfin que les choses seront, qu'un certain nombre de choses que nous les espérons d'ailleurs au niveau socialiste s'avéreront vraies et se traduiront dans la réalité. Qu'est-ce que vous pensez de ce bel après, je dirais quelque part, dans la mesure où même dans votre scénario le plus optimiste, le choc économique et social risque d'être quand même compliqué et difficile, et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait absolument pas quelles sont les conséquences qu'il va y avoir et à quel niveau ces conséquences vont se produire. Donc voilà, par rapport à cette Oui. espérance d'un bel après, qu'en pensez-vous? Merci. Alors, je vais vous faire parvenir un papier que je viens juste de terminer
dont je ne sais pas encore si je vais le publier dans la revue Futuriste, mais enfin, en tout cas, je vais vous le faire passer, qui s'intitule Il n'y a plus d'après. C'est pas seulement un hommage à Juliette Gréco, c'est parce que je pense que c'est le cœur de la question. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est très frappant, c'est le consensus très large qui existe aujourd'hui sur le côté nécessaire, souhaitable ou inévitable d'un changement de modèle et d'une transition écologique. Pour moi, le symptôme le plus significatif de ce changement de mentalité par rapport à l'ère du néolibéralisme et du consensus de Washington, c'est ce qui se passe à l'OCDE. L'OCDE qui a quand même été une des tours de contrôle du néolibéralisme et qui aujourd'hui tient des discours extrêmement volontaristes sur la nécessité de la transition écologique. Je vous renvoie à un édito de ces toutes dernières semaines du secrétaire général de l'OCDE sur leur site internet, et on voit aussi des grands cabinets de conseil internationaux comme le Boston Consulting Group inciter les entreprises à changer de modèle et à s'inscrire dans ce virage. Donc il y a un consensus tout à fait étrange, puisqu'il va de l'extrême gauche à, je dirais, aux états-majors de l'économie mondialisée, en passant par les institutions financières internationales. Donc ça pose un problème politique pour des acteurs comme le Parti socialiste, parce que ça veut dire que le projet politique, un projet politique de gauche aujourd'hui, il ne peut pas se contenter d'afficher dans son projet une trajectoire de transition écologique et sociale, puisque ça devient consensuel. Alors c'est à la fois plutôt mais enfin, reste, Yannick, sur l'évolution des mentalités. Yannick, reste à savoir si c'est réel. Tu vois, alors, alors justement, moi la question que je pose, c'est pas de savoir si c'est réel. Je le lis comme un symptôme, c'est-à-dire que il y a un consensus au niveau, on va dire, des valeurs, de ce qu'il est convenable de penser, et en revanche, là où les questions politiques les plus aiguës vont se poser, ça va être sur la stratégie au sens propre du terme, c'est-à-dire le chemin critique qu'il faut suivre pour aller vers ce projet de nouveau modèle de développement. Et sur ce chemin critique, il y a deux choses qu'il faut considérer. L'une qui est de l'ordre des arbitrages politiques, j'évoquais tout à l'heure à propos du traitement de problèmes économiques sectoriels. On doit accélérer la transition. La crise nous invite à accélérer la transition écologique. C'est ce que nous disent tous les appels, pétitions, plateformes et autres grands esprits qui nous disent qu'il faut penser. Mais qui dit accélérer dit forcément assumer la casse d'un certain nombre de secteurs d'activité et donc la compensation de cette casse. Par quel moyen, par quel type d'endettement, par quel type de mesure d'amortisseur social? Est-ce que c'est le revenu universel ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ça pose cette question-là. Et puis, deuxième chose, mais comme vous l'avez très bien vu, de toute façon, sur ce chemin, il va y avoir des phénomènes de crise extrêmement violents. Que ce soit sur le plan géopolitique, que ce soit de la crise financière, que ce soit effectivement des effondrements économiques ou des phénomènes de pauvreté galopante ou des problèmes de subsistance alimentaire, on va être confronté à des moments de très grande tension. Et donc, pour un parti politique, il y a quelque chose, j'allais dire, de presque plus important que le projet. Bien sûr, il faut avoir un projet, bien sûr, il faut avoir un horizon, bien sûr, il faut être capable de dire vers quoi on veut aller. Mais il y a quelque chose qui est, à mon avis, politiquement plus aigu, c'est d'être préparé à anticiper et à réagir au coup de Trafalgar qu'il va y avoir de mois en mois. On va avoir des secousses, on va avoir des phénomènes de crise, et à ce moment-là, quelle est la posture que prend le Parti socialiste? Est-ce que ou bien le consensus sur la nécessité de la transition écologique progresse, et à ce moment-là, en tout cas c'est ce que nous avons écrit dans nos scénarios, on est plutôt dans un scénario d'unité nationale, c'est pas sûr que ce soit très favorable pour l'avenir politique du Parti socialiste, ou bien on est dans un scénario d'affrontement des solutions politiques, mais ce sont des solutions politiques qui porteront moins sur la teneur des projets eux-mêmes que sur les mesures à prendre dans l'immédiat. Est-ce que le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui dans l'opposition
est capable d'articuler des propositions, des prises de position sur les moyens de réagir à la crise, sur l'organisation de la résilience de la société, par exemple, c'est à mon avis une question absolument capitale. Et que c'est une question à laquelle vous ne pouvez trouver de réponse que si vous intensifiez considérablement votre dialogue avec les acteurs de la société civile qui aujourd'hui sont mobilisés sur ces questions-là. Hein, la capacité d'initiative, la réactivité, la capacité d'innovation des acteurs de la société civile sur le terrain pour faire face aux problèmes qui ont été posés dans la vie quotidienne des gens, dans l'isolement des personnes âgées, le soutien scolaire, etc., il y a une énergie sociale considérable. Et elle est pour l'instant très éloignée du champ politique. Il n'y a pas de dialogue entre il y a un dialogue intense avec les élus locaux, et notamment avec les maires. Mais donc avec le Parti socialiste, c'est ce que j'allais te dire, hein, c'est que par le Parti socialiste, il a quand même cette spécificité d'un tissu très dense d'élus locaux, et donc par les élus locaux, le dialogue se fait beaucoup. Alors c'est vrai que et puis après, Isabelle, le dialogue se fait avec les élus locaux. La capacité du parti à traduire le contenu de ce dialogue, de cette action locale, en discours, en stratégie politique au niveau national, l'exercice est extrêmement difficile. Mais il est pas impossible, mais à mon avis, il demande beaucoup d'attention. Non, mais j'entends, et moi je pense qu'il y a une difficulté spécifique sur laquelle on est, qui est que la production d'un discours issu effectivement du processus que tu dis nécessite d'avoir un discours sur les questions sanitaires, qui sont les questions qui occupent l'essentiel, ou en tous les cas, comme ça se voit dans ton travail de prospective, presque la moitié d'expression qu'il faut avoir. Et là, c'est très difficile parce que les expertises sont des expertises que, en tant que parti politique, nous ne sommes pas nécessairement en situation d'avoir. C'est-à-dire que on peut avoir des experts qu'on mobilise, mais évidemment, ça sera pas la même chose que la situation dans laquelle se retrouve le gouvernement, qui lui peut mobiliser d'autres, une connaissance que structurellement, il nous est très difficile d'avoir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui effectivement fait difficulté. En revanche, le lien avec la société civile, on s'est quand même beaucoup ouvert. On essaye vraiment. Enfin, tu vois, dans les auditions la semaine prochaine, il y a Nicolas Hulot qui vient nous parler, quoi. Je te donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres, et on essaye de faire cet effort. On a bien conscience que le paysage politique a tellement évolué, que la crise démocratique est tellement forte, que les associations sont plus que jamais des acteurs vers lesquels il faut qu'on se retourne pour essayer de travailler. C'est ma conviction de tous les jours, hein, c'est ce qui motive la plus grande partie de mon engagement. Mais je pense que la qualité du dialogue avec les acteurs politiques, et notamment avec les partis politiques, a encore beaucoup de progrès à faire. Ouais. Oui, mais en tous les cas, j'ai le sentiment que voilà, ça faisait partie de ce qu'on avait dit qu'il fallait qu'on fasse, et qu'on essaye de le faire, même si, bien sûr, dans un moment aussi compliqué que celui dans lequel on est, la tâche est immense. Moi, alors, je ne vois pas pour l'instant d'autres questions, mais si, j'ai une question d'Isabelle. Il me semble qu'il y a une question. Alors, Lounès, si tu peux mettre... Ça y est, il s'agit de Laura Gandolfi. Ah non, c'est Laura, pardon. Donc Laura, c'est à toi. On m'entend ? Pas très bien. Oui, je pense effectivement. Oui, non, non, alors là, on t'entend pas du tout. Bon, en fait, je l'ai écrit dans le WhatsApp. Tu veux que je la lise ? Oui.
Alors, tu dis que l'EPS ne doit pas parler que sanitaire et tu rejoins Yannick, les élus en ce moment sont sur la montée des pauvretés. Et effectivement, donc c'est la question sociale. Hein. Moi, j'allais te poser la même question que celle de Laurent, qui est, c'est finalement assez absent. Enfin, tu parles de pauvreté, mais il y a la pauvreté, puis il y a les mouvements sociaux que ça peut générer, enfin, et les mouvements politiques. Donc, est-ce que là-dessus, tu peux développer un peu? Je sais pas si Laura, Oui, oui, tout j'ai à fait. trahi ce que tu voulais que. C'est bien. Ça va? Oui, Tu mais me fais comme ça, si ça va. C'est Très bon? bien. Ça va. Ok. Donc Yannick. non, mais je suis d'accord. Enfin, dans les scénarios, dans les micro-scénarios, les variantes de mouvements sociaux sont évoquées, mais c'est pas très bien documenté. Je trouve que c'est un point faible de l'équipe de Futurible, puisque on a trois micro-scénarios. On a un scénario de tension sociale sectorielle, de revendications défensives. C'est d'ailleurs un scénario qu'on commence déjà à observer, hein, par profession, par situation de métier ou de milieu professionnel qui s'estime maltraité dans les mesures gouvernementales. On a un scénario qui insiste, je l'ai évoqué, sur le développement d'activités informelles, et donc l'exercice de la solidarité sous cette forme-là. Et puis, dans le scénario de l'effondrement, on a évoqué des possibilités d'insurrection. Bon, mais je trouve que c'est pas très bien documenté et que ça, c'est un point sur lequel je vais sûrement travailler dans les toutes prochaines semaines en mobilisant, alors pour le coup, mes propres réseaux dans le monde des associations, dans le monde sanitaire et social, dans les réseaux humanitaires et de lutte contre la pauvreté, qu'il y ait accentuation de la pauvreté, besoin d'aide alimentaire en particulier. Ça, c'est des informations qu'on a déjà, notamment dans les quartiers populaires. Ça se voit tout de suite. On voit très bien que la période du confinement a violemment porté atteinte aux emplois précaires, en tout cas ceux qui n'étaient pas maintenus, de type livreur, agent de propreté, etc. Ça a beaucoup impacté l'économie informelle et notamment le trafic de drogue. Mais qui dit réduction du trafic de drogue dit réduction des revenus et du cash disponible pour de très nombreuses familles dans les quartiers. Et donc, c'est un effet qu'on ne peut pas ignorer. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que nos scénarios et nos micro-scénarios sont insuffisamment documentés. Et en particulier, on évoque le développement de l'économie informelle, mais on n'a pas bien analysé encore, et je crains qu'on n'ait pas beaucoup de données pour l'instant, on n'a pas bien analysé la façon dont les activités informelles s'articulent avec des activités de solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière entre de la solidarité, du bénévolat, de l'engagement, de l'entraide de proximité, et puis de l'économie informelle. Il y a une espèce de continuum entre les deux, et ce phénomène-là, pour l'instant, on n'a pas les moyens de l'analyser. Ouais, avec un autre élément qui est absent, me semble-t-il, hein, mais qui est, nous, on sait, enfin, dans l'analyse qu'on fait de la situation et la critique qu'on porte, on porte une double critique quand même. On porte une critique de les réactions du gouvernement et les insuffisances de réaction à tous les niveaux, hein, et pas seulement les erreurs de communication, les atermoiements, alors qui sont en partie qu'on peut comprendre étant donné la complexité de la situation et le caractère très incertain de la crise sanitaire, le manque d'informations. Bon, enfin, il y a quand même, on voit quand même qu'il y a eu des erreurs bien au-delà de ça. Et puis, il y a un deuxième élément, même si on peut reconnaître, par exemple, sur les politiques économiques qui ont été menées, la direction est la bonne, mais il y avait d'énormes trous. Enfin, toi, c'était bon, il y avait toute une partie, ceux dont tu viens de parler d'ailleurs, hein, qui étaient ce qu'on avait appelé les oubliés de la politique
de soutien, notamment en chômage partiel. Ouais, il y a toute une partie des gens qui étaient sur des postes de précarité, sur de l'informel, bon, et qui, alors eux, sont complètement hors filet et ont aucun soutien. Les jeunes, les étudiants, bon, petit à petit, ils complètent, mais ça a quand même été un peu long. Il a fallu 2 mois et donc ça s'est traduit et ça se traduit encore par des situations de très grande détresse qu'on aurait dû quand même éviter. Mais il y a un autre élément d'analyse qui est la crise de l'État et la difficulté de l'État, pas du gouvernement, de l'État, dans sa capacité, dans sa capacité à transmettre les informations, à simplifier un certain nombre de processus. Alors évidemment, la caricature étant ce qui s'est passé dans le secteur de la santé, avec notamment la critique très dure que certains portent à l'ARS et à cette organisation hyper complexe et totalement paralysante quant à son efficacité de l'action de l'État. Et donc, on débat beaucoup entre nous, ça revient beaucoup dans les discussions sur les élus locaux ont été là et heureusement qu'ils étaient là, et on a le sentiment que c'est quand même en partie, en très grande partie, grâce aux élus locaux que les choses se font. Et donc, il y a une demande d'une nouvelle étape de la décentralisation. Et on voit bien que les scénarios que tu peux écrire ne seront pas les mêmes selon ce qui va se passer politiquement là-dessus et de manière générale, selon ce qui va se passer politiquement. Donc, est-ce que vous faites un scénario que d'ici 2021, finalement, on échappe à la crise politique majeure, on échappe, donc on est dans un maintien du gouvernement, dans une continuité du gouvernement, alors peut-être avec un remaniement, mais qui change pas fondamentalement les choses, pas de dissolution, pas de crise politique majeure. Alors moi je voudrais faire deux éléments de réponse là, en essayant d'éviter autant que possible le café du commerce. Premièrement, il y a une chose qui est très très manifeste, très visible quand on compare la crise d'aujourd'hui à la crise de 2015, à la crise du terrorisme de 2015, c'est que en 2015, et malgré toutes les critiques qu'on peut faire à la politique menée par le président de la République et le Premier ministre de l'époque, il y a eu une très grande homogénéité et une très grande lisibilité de l'action de l'exécutif et en particulier du triumvirat Hollande, Valls, Cazeneuve. Au moment des attentats, et ça a été extrêmement efficace et on n'a absolument pas ce sentiment aujourd'hui. Il n'y a pas d'homogénéité à la tête de l'État, il y a de la tension entre le président de la République et le Premier ministre, le reste du gouvernement, de toute façon, n'est pas meilleur qu'avant. Enfin, il y a une fragilité de l'exécutif tel qu'il a été conçu, construit et piloté par Macron, qui laisse augurer une forte probabilité de crise politique dans les mois qui viennent. Deuxième réponse en ce qui concerne l'appareil d'État. Alors là, c'est un témoignage de l'intérieur, puisque je suis toujours haut fonctionnaire et donc je vois ce qui se passe à l'intérieur de l'administration. Les politiques menées depuis... Peut-être Yannick, précise, parce que j'imagine que... Alors, en 2 mots, je suis préfet, j'ai été nommé préfet en 2012, j'ai été ensuite nommé président de l'agence du service civique en 2016, donc par la gauche, et j'ai été placardisé il y a 1 an, en 2019, mais je suis toujours en activité dans l'administration à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Ce que je constate, et qui est vrai évidemment au niveau des ARS et des administrations territoriales, c'est que les politiques de management public, de pilotage budgétaire, l'application de la LOLF, les réformes de structure incessantes qui ont été menées ces dernières années ont détruit les métiers de l'administration. Il n'y a plus dans l'administration de gens qui maîtrisent un métier, un champ de compétences, une technicité.
Non, enfin, non seulement des gens, mais Là, pardon Yannick, mais ça, tu dis ça pour les métiers de l'administration. Tu parles pas des métiers, parce que euh, en 2010, il y avait eu tout un mouvement autour d'un truc qui s'appelait l'appel des appels. J'en ai parlé à plusieurs reprises oui, oui. où la critique était, pour les mêmes raisons que tu viens d'expliciter, avec en plus une réduction des moyens, une doléance de la part des métiers, mais alors cette fois-ci, non pas les métiers de l'administration, mais les métiers de la recherche, de l'hôpital, de la police, de la justice, etc., qui disaient nous n'arrivons plus à faire nos métiers. Toi, tu dis c'est en plus les métiers de l'administration qui, pour les mêmes raisons, ont été rendus impuissants. Les cultures professionnelles ont été détruites. Les compétences ont été perdues parce que des gens n'ont pas été remplacés. Mais de l'administration, de l'administration. Oui, de l'administration. Je parle des administrations techniques, des corps d'ingénieurs, des corps techniques au ministère de l'Équipement, au ministère de l'Agriculture, dans les ministères sociaux. On s'aperçoit que il y a un très grand nombre de services où, à force de réduire les équipes et de chercher à remplacer des corps de titulaires par du contractuel plus ou moins précaire, la compétence, elle s'est évaporée. Elle n'existe plus. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui est l'héritière de la DATAR, l'Agence pour la cohésion sociale, d'un certain nombre d'organismes sociaux, les compétences, on peut parcourir les couloirs, on ne trouve pas des gens qui ont de la mémoire, du savoir-faire, qui sont capables de s'appuyer sur des réseaux, qui sont capables de mobiliser des connaissances. On a une administration centrale qui est profondément affaiblie parce que depuis 30 ans, les seuls critères d'excellence et donc de conformité permettant aux gens de faire carrière, c'est des critères qui sont ceux de la performance financière, de la réduction des effectifs et de la réduction des budgets. Et donc, quand on arrive au moment de la crise, il n'y a plus personne. Les compétences manquent. On cherche des gens pour vous éclairer sur telle ou telle question technique, pour organiser de la logistique, pour structurer un système, et on se trouve entouré de gens qui sont parfois de bonne volonté, etc. Mais les cultures professionnelles ont été affaiblies, détruites ou dispersées, et je pense que c'est une des explications clés de l'incapacité de l'administration à faire face à la situation de crise. Il y a de belles exceptions, Dieu merci. Il y a, je crois, toujours dans la mentalité des fonctionnaires, une capacité de mobilisation, d'engagement pour faire face aux situations de crise. Elle est toujours là, mais techniquement, on a beaucoup de mal à structurer l'action, et c'est une des choses qui explique les tâtonnements, les hésitations de l'exécutif vis-à-vis des mesures à prendre, y compris à l'éducation nationale. Ouais, c'est très inquiétant ce que tu nous expliques. Moi, c'est une souffrance personnelle que j'exprime là, parce que, je veux dire, le métier que je fais, c'est un métier où on est en principe armé pour être efficace en situation de crise. Je vois comment les collègues travaillent aujourd'hui, et du reste, la question de leur engagement et de leur capacité à répondre aux urgences n'est pas en question, mais il manque de levier, quoi. Il y a plus les équipes autour d'eux pour structurer une réponse à la crise qui soit complètement satisfaisante. Et est-ce que c'est lié aussi à l'attractivité des métiers de la fonction publique et au pantouflage qu'on observe et au nouveau type de pantouflage qu'on observe? Enfin, oui, je ne sais pas si tu as lu l'ouvrage de Pierre France. Oui. Mais ça, c'est un phénomène qui touche vraiment le sommet du sommet de l'iceberg. Oui, mais en même temps, peut-être que c'est ça qui détermine les critères qui sont donnés, du coup, déclenche le processus Absolument. Il y a dans l'élite de l'élite, il y a une espèce de formation, d'état d'esprit homogène à la performance financière qui n'a pas grand-chose à voir avec la culture administrative. Il y a une absence d'expérience opérationnelle. Il y a 30 ans, un grand directeur d'administration centrale de l'équipement ou du ministère de l'Intérieur ou du ministère de l'Agriculture, il avait nécessairement passé une partie de sa carrière sur le terrain.
même s'il sortait, s'il était polytechnicien ou énarque, même s'il sortait d'été dans un grand corps, dans son parcours professionnel, il y avait eu du terrain. Ça a complètement disparu aujourd'hui. Et donc, les gens qui sont sur le terrain tiennent tous le même discours. Hein. Ils ont le sentiment que les orientations, les directives qui sont données sont abstraites et sans rapport avec la réalité des problèmes qu'ils ont à résoudre. Et donc ça, selon toi, est-ce que tu as des propositions qui permettraient de revenir et de reconstruire l'État? C'est un travail de longue haleine parce que il faut repenser les structures et les parcours professionnels. On peut pas C'est dans la faire formation revivre. ou c'est dès la formation ou bien Oui, est-ce que notamment la réforme de l'État? C'est la formation, c'est les parcours professionnels et c'est les rémunérations. Les trois, une politique de ressources humaines, ça articule les trois nécessairement. Hein. Dans une entreprise comme dans l'administration, il y a des questions de formation, il y a des questions de structuration des parcours professionnels, de retour d'expérience. Il y a des questions de management. D'équipe, mais on le voit dans l'État, on le voit dans les collectivités territoriales, dans les grandes collectivités territoriales, c'est la même chose. Hein. Dans les régions, dans les départements, on a un pilotage technocratique qui est totalement indifférent au contenu des métiers. Et ça, je pense que ça a un impact direct sur l'efficacité des services publics. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un effet pervers qui est difficile à manier, mais qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une des raisons pour lesquelles, souvent, la compétence métier, le savoir-faire technique, la maîtrise des processus, des publics, etc., se trouve davantage dans des structures associatives que dans les administrations. Moi, je l'ai constaté sur le terrain, même il y a quelques années, quand il s'agit de traiter des problèmes de population en très grande difficulté, du monde du handicap, du monde de la pauvreté, du monde de l'exclusion, etc. Les savoir-faire, les compétences sont plus présents dans les associations, entre les mains de gens qui n'ont pas des niveaux de diplôme très élevés, mais qui ont parfois des parcours professionnels très riches, davantage que dans l'administration où les gens sont un peu hors sol. Et sur le différentiel de traitement, tu disais le traitement. Alors le problème, c'est que la revalorisation, même si tout ça va évidemment dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines années et des politiques qui seront menées au niveau monétaire et donc la capacité budgétaire des États, etc., et des présupposés que je qualifierais de politiques et d'idéologiques des gouvernements. Mais enfin, on n'imagine pas quand même une revalorisation massive de l'ensemble de la fonction publique et en particulier de ce dont tu parles, c'est-à-dire la haute fonction publique. Qui permettrait de rattraper les salaires du privé. Donc, du coup, est-ce que la piste sur laquelle nous, on est de plus en plus, il y a eu des propositions de loi qui ont été portées notamment par Boris Vallaud et Dominique Potier sur l'entreprise, le facteur 12, est-ce que du coup, c'est pas une piste de manière à tasser les niveaux de rémunération dans les grandes entreprises de manière à ce qu'on arrête avec cette... c'est pas le seul élément, mais ça serait quand même un élément de... Moi, je ne tiens pas la réponse à la question. Ce que j'observe dans le monde de l'entreprise comme dans le monde de l'administration, notamment chez les jeunes diplômés, donc les jeunes cadres, entre guillemets, pour autant que le mot cadre ait encore un sens. C'est qu'il y a une attention au sens de l'action qui est omniprésent. Alors, est-ce que tu es sûr, Yannick, est-ce que tu es sûr que quand tu dis ça, c'est pas quand même parce que, tu t'es occupé du service civique, donc du coup, là, forcément, les jeunes... Et deux... C'est pas d'eux que je parle. C'est pas d'eux que je parle. Moi, dans l'action, l'action sociale, le lien avec les assos, c'est sûr que c'est des jeunes comme ça qui y sont. Mais est-ce que c'est vrai de tous les jeunes? C'est ça que... je ne sais pas si c'est vrai de tous les jeunes. Je pense que c'est vrai de suffisamment de jeunes
pour qu'on soit capable de recruter une élite de la fonction publique sans lui proposer des rémunérations à la hauteur des grandes banques ou du CAC 40. Personnellement, je pense que la catégorie d'agents publics sur laquelle il faut mettre le paquet, alors évidemment revaloriser les rémunérations du bas de l'échelle des infirmières et des éboueurs, ça va de soi, mais la strate essentielle, c'est la strate intermédiaire, c'est le cadre de proximité, c'est l'attaché principal, c'est le directeur d'établissement, c'est le chef d'établissement dans l'éducation nationale. Pour moi, cette couche-là d'encadrement, elle est stratégique. Parce que en termes de compréhension de la complexité sociale et de capacité à construire des solutions, c'est là que se trouve le maximum de compétences. Et donc c'est eux qu'il faut revaloriser. Pour eux, dans la gestion technocratique qui est celle d'aujourd'hui, ils sont complètement écrasés. Ils n'ont aucune marge d'initiative. Ils sont dans une position de subalternité, d'exécution de plans, de méthodes, de trucs plus ou moins inventés par des cabinets de consultants, etc. Dans le travail social, c'est très spectaculaire, ça. On a dans les cadres intermédiaires des gens qui ont des compétences et dont les compétences ne sont pas valorisées, dont les rémunérations sont extrêmement modestes, mais en plus dont les compétences sont écrasées par le fonctionnement technocratique et les logiques de reporting et les systèmes budgétaires. Donc s'il y a bien une couche d'agents publics qui sont des gens qui décident au quotidien, qui organisent au quotidien la réponse aux besoins de la société, c'est sur eux qu'il faut mettre le paquet. C'est pas les élèves des grandes écoles, c'est les élèves plutôt des écoles intermédiaires, des instituts régionaux de travail social, des écoles de santé publique, etc., etc. Okay. Et sur la réforme de l'ENA, alors on est très très loin oui, du sujet. On dérive. C'est vachement intéressant et je pense que c'est, ton expertise est vraiment nous est utile et je pense que c'est vraiment un point essentiel, absolument central, et ça s'est vu là, enfin la crise de l'État, on la devinait, mais je trouve que là elle éclate, quoi, elle éclate. Donc et puis l'autre point, c'est il y avait eu tout un travail quand même, alors qui est un autre aspect, qui est la complexité. Sur le secteur du SUP, tu sais que je me suis occupée, occupée de la recherche. On avait l'habitude de parler de millefeuilles, de millefeuilles institutionnelles. Et puis, en fait, malheureusement, ces dernières années, il y a eu aucune simplification. Il y a eu rajout de strates supplémentaires, donc alourdissement de l'organisation sectorielle, de la complexité des acteurs dans tous les sens, des agences. Donc avec aussi le rôle des agences, c'est-à-dire ces entités qui sont indépendantes de l'État, qui viennent se surrajouter, donc ça a donné un paysage cauchemardesque. Et l'hôpital, enfin le secteur de la santé, c'est ça. Alors j'ai l'impression que c'est même encore pire, peut-être. Enfin je sais pas, parce que nous on a en plus dans le secteur de la recherche la multiplicité de recherche, enseignement sup, organismes, universités. Donc il y a d'autres types de strates par rapport à la santé, mais on va pas faire un concours, ça a l'air de se valoir dans les deux cas. Il y avait eu un travail quand même de simplification. Quelle évaluation tu as de ça? Est-ce que c'était juste le début? Est-ce que la direction n'était pas la bonne? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça de manière directe je pense que la question de la simplification n'est pas la bonne entrée. Je pense que bien sûr les acteurs dans beaucoup de champs ont un sentiment de complexification, mais c'est lié aux finalités et aux outils du pilotage technocratique. Je pense qu'il ne faut pas rentrer par la simplification, il faut rentrer par la stratégie. Que veut-on faire? Pour quel public? Et quels moyens est-on prêt à y mettre? Une fois qu'on a pris suffisamment de temps pour discuter de ça, et qu'on s'est appuyé
sur la compétence des agents qui sont au contact du public et qui sont capables d'identifier les besoins, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. Après, on peut commencer à discuter des structures. Si on rentre dans les questions de réforme de l'État par les structures, eh ben on fait ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on se perd, hein, on se noie dans la technocratie. Un des pires résultats du quinquennat de François Hollande, la réforme la plus absurde qui ait pu être faite, c'est quand même la réforme territoriale. La loi NOTRe et la loi MAPTAM, la constitution des très grandes régions et des très grandes intercommunalités. Aujourd'hui, on est capable d'en mesurer le résultat. C'est des réformes qui n'ont même pas atteint les objectifs qu'elles se fixaient elles-mêmes, c'est-à-dire des objectifs d'économie budgétaire, et qui ont affaibli et complexifié la gestion territoriale absolument par tous les côtés. Donc ça, c'est pas des choix politiques, c'est des choix qui résultent vraiment d'une culture du management public et d'une culture de la performance qui est totalement étrangère aux besoins de la société. Il faut revenir à l'expression des besoins de la société, il faut revenir à la capacité d'analyser ces besoins et à la capacité d'analyser le retour d'expérience des gens qui répondent aux besoins de la société, et à partir de là, on peut reconstruire des structures. Mais il ne faut pas commencer par les structures, sinon on perd complètement son temps. J'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans dans le monde du handicap, par exemple. Dans le monde du handicap, c'est absolument manifeste. La connaissance des besoins, et ils sont d'une complexité absolument incomparable. Hein. Le handicap est un phénomène d'une complexité folle, et les gens qui ont la compétence dans ce domaine-là sont des gens d'une très grande modestie. Il n'y a pas d'état-major pléthorique, il n'y a pas de grands corps, il n'y a pas de méga institutions, il n'y a pas de grosses agences, c'est des petites administrations. Ce sont de très grandes associations par leurs effectifs, mais les gens qui les dirigent sont des gens qui ont une situation, une reconnaissance sociale très modeste et qui mobilisent des compétences considérables. Et ben là, c'est vraiment en construisant des méthodes de partage de connaissances et d'analyse partant du terrain qu'on peut construire une politique. Si on fait autrement, si on commence à s'interroger sur les structures, on est perdu. Okay. Bon, écoute, je ne vois pas d'autres questions sur le... voilà, sur la boucle, parce qu'il y a une boucle, je ne vois pas d'autres questions qui sont posées. J'ai l'impression que ni Boris ni Olivier ne seront en capacité de nous rejoindre, mais je t'avais dit, hein, étant donné l'actualité, je ne sais même pas ce qui a été annoncé en parallèle. En tous les cas, écoute Yannick, merci infiniment pour tout ça. C'était extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement intéressant, et notamment la deuxième partie. Je pense que c'est sur laquelle il faut qu'on continue à réfléchir et qu'on avance. Et donc, je me permettrai de te ressolliciter pour faire appel à tes lumières. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, Isabelle. Et puis, à bientôt. Au revoir, Yannick. À bientôt. Au revoir, bonne fin de journée.